Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la Croisée des Mondes. On est à l'épisode 3. Incroyable. Déjà, je me présente, je suis Sun, je suis encore une fois avec Julien Salut tout le monde. et avec Louis. Bonjour. Et on va vous dire un grand merci en fait, pour nos 2 premiers épisodes qu'on a postés en fin d'année 2022 pour ceux qui nous écouteraient en 2025. Ouais, mais c'est vrai, merci beaucoup, parce qu'on a eu des retours via les réseaux sociaux. Et surtout, ce qu'on a apprécié, c'est qu'on a eu des très bons retours vis-à-vis des gens qui sont venus nous voir directement. Vous avez suivi notre conseil, vous êtes venus nous voir pour parler des coups de cœur. Et on ne s'attendait pas à avoir autant de belles réactions. Alors, merci beaucoup. C'est super encourageant et on va tout faire pour continuer. Merci à tous. Et c'est vrai que ça nous a encore plus motivés, parce qu'au début on était bien chauds tous les trois pour faire ça et on voulait vraiment le faire pour nous, pour vous, pour partager tout ça. Et d'avoir autant de réactions et des gens qui nous écoutent et qui reviennent vers nous. Enfin, j'y étais pas, mais eux y étaient. Ça motive en fait, vraiment. Hein. On se dit, là, les 2 premiers essais, il y a eu la pause de Noël. Enfin, il y a eu la pause. Pour moi, c'était une pause. Ouais, pour nous, un peu moins, mais on avait besoin de souffler avec le podcast et de réfléchir un peu à quelle forme on voulait donner à cette émission, quoi. Et puis, on a eu pas mal de choses à faire en cette fin d'année, puisque c'était pas les vacances pour les libraires. Et donc on revient dès à présent avec un 3e épisode plein de coups de cœur, rien que pour vous. Et on va essayer d'être... on va essayer, hein, attention, on ne promet rien pour l'instant, on va se lancer. Mais on va essayer déjà d'être plus régulier, pour avoir un suivi de tous les coups de cœur de la librairie, et de vous proposer d'autres choses au cours de l'année, histoire d'enrichir un petit peu toutes en fait, nos propositions et nos échanges en fait, sur nos lectures et ce qui nous passionne en fait. Et ce qui nous passionne aujourd'hui, Son, c'est quoi le programme ? Alors on va commencer, on va vous proposer 3 coups de cœur. Bon, on reste à l'accoutumée, on n'a pas trop changé la formule pour l'instant, vous allez voir, on vous garde dans quelque chose de stable. Et on va commencer avec Éloi, Louis. Éloi, ouais, super bande dessinée qui est ressortie en ce début d'année parce qu'il y avait une actualité. Vous avez peut-être entendu parler de Révolution, dont le tome 2 était très attendu. Hein. Le tome 1 avait été fauve d'or d'Angoulême il y a quelques années de ça, 4 ans peut-être si je ne dis pas de bêtises. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y avait une première œuvre des 2 auteurs qui sont Youn Locard et Florent Groisel, qui était un one-shot paru aux éditions L'Actes Sud l'an 2 et qui s'appelle Éloi. Éloi, c'est l'histoire d'une expédition maritime. Ça se passe au milieu du 19e siècle et on va suivre une expédition française qui est partie en Nouvelle-Guinée, composée de tout un équipage. Presque, en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, bah voilà, c'est ça. C'est nouveau. Mais... Ça m'apprendra à prendre des notes. Tiens. Bref, on a un équipage, on a un prêtre et on a un naturaliste. Et le naturaliste est convaincu d'avoir trouvé en le peuple autochtone une sorte de peuple préhistorique qui n'aurait pas évolué depuis l'aube de l'humanité. Pour lui, c'est une grande découverte et il doit absolument rapporter cette découverte en pays civilisé, donc en Europe, pour pouvoir le présenter à l'Académie des arts et des sciences et pour pouvoir avoir son moment pour briller aux yeux de la haute société. Voilà. Donc, l'histoire, ça va être l'histoire du voyage du retour, où notre autochtone, hein, on appelle ça des Kanaks. C'est le terme qui va être utilisé en partie par le navire français, qui est un terme péjoratif pour parler de ce peuple, mais qui sera peut-être plus tard repris par appropriation comme véritable terme, mais pas avec la même orthographe. Donc à ne pas confondre les deux, mais à retenir. Éloi le Kanak va monter à bord du bateau et s'apprête à vivre un long voyage vers l'Europe. Et ce long voyage va pas se faire tout seul parce qu'il va devoir gagner sa place sur le navire. Il ne va pas rester à enfiler des perles. Non. Le contremaître veut le faire travailler. Donc, il va devoir devenir un matelot comme les autres. Et par ça, il va devoir passer par toutes les étapes d'un mousse classique. Faire ses preuves, apprendre le métier, se faire bisuter par le reste de l'équipage. Et entre 2 rangs de camaraderie, peut-être réussir à gagner sa place sur le navire. Mais on le sent dès le début,
cette histoire ne sent pas très bon. Bah, elle sent pas très bon parce que c'est une allégorie d'un étranger qui arrive dans une culture occidentale, en fait. Une expédition européenne, enfin la française en l'occurrence, va découvrir un peuple étranger et va essayer de l'intégrer à sa société. Sauf que ça pose énormément de soucis, hein, on le sait maintenant. Et l'intégration, en l'occurrence, elle a été légèrement forcée, légèrement avec des guillemets, puisque en fait, on va l'apprendre, il va être obligé de s'adapter à tout. Il va apprendre à manger avec des couverts, il va apprendre à vivre habillé, il va apprendre la langue française, et il va apprendre la religion et tout ça. En fait, mis bout à bout, on se rend bien compte que c'est très très compliqué. Et il n'a pas du tout la culture occidentale, et ça va être d'autant plus difficile pour lui de s'adapter à tout ça. Ouais, en fait, une partie du voyage, ça va être un véritable choc des cultures, effectivement. La culture européenne qui dit qu'à table, on mange avec des couverts, en société, on se balade avec des vêtements et pas tout nu. Tout ça, lui, c'est des codes qui ne sont pas les siens et qu'il va découvrir à la dure sur le pont du bateau. Euh, je voudrais prendre un petit instant pour parler des premières cases de la bande dessinée. Les premières cases, ça va être, on va dire, les 3 premières pages de la bande dessinée, totalement muettes, où on voit des personnages qui évoluent dans une grotte très sombre. Parmi ces personnages, on peut reconnaître notre personnage du naturaliste. Et parmi les personnes qui évoluent avec lui, on voit des Kanaks. Des Kanaks qui sont à moitié nus, hein, puisque c'est leur façon de vivre. Mais quand on voit ça, on pense à quoi? On pense à des hommes préhistoriques qui évoluent dans une caverne. On voit des ossements dans les recoins des cases à côté d'eux. Je pense que le choix de ces cases et de ce dessin n'est pas anodin parce que notre naturaliste ne va avoir de cesse pendant l'album de défendre cette thèse qu'il a trouvé des hommes des cavernes. Et donc ça, ça va être amené directement par ces premières cases. Mais le côté caverneux, il va irrémédiablement nous faire penser également à l'allégorie de la caverne de Platon, qui va être, le sujet de l'allégorie de la caverne, c'est la recherche de la connaissance, qu'on y accède ou pas. Et ça aussi, c'est le thème principal que va défendre notre naturaliste. Pour lui, ramener Eloi en Europe, ça va être faire progresser la connaissance et le savoir. Donc en quelques cases, nos auteurs ont posé de manière totalement muette l'enjeu de l'histoire. L'enjeu qui ensuite va être habillé par le décorum de la navigation, par toutes les difficultés que connaissaient les marins à cette époque, à savoir l'ordre hiérarchique à suivre sur un bateau, le conflit, la différence entre les marins tout en bas de l'échelle et la noblesse qui vit tranquillement dans la cabine luxueuse, et puis les conditions d'hygiène, les coups de fouet, les coups de tabac, l'océan qui se déchaîne, tout ça. Ça va être une aventure maritime. Et ça aussi, c'est un point important qui va lier un petit peu tous les éléments du récit pour en faire une véritable aventure qui nous entraîne et qui nous passionne. C'est vrai, pour revenir sur ce que tu dis, Louis, il y a une expression, c'est qu'ils sont tous dans le même bateau. Et en fait, c'est tout simplement une micro-société. On a vraiment toutes les strates avec, comme tu disais, l'élite qui dirige en haut, le capitaine, et puis tout ce qui est en dessous. La plèbe, plus on descend et plus on sait qu'on va galérer sur le pont ou en dessous pour écoper. Et du coup, il y a cette hiérarchie, il y a un prêtre, et du coup, il y a une religion aussi. Et ça va être d'autant plus compliqué pour notre héros, pour Eloi, que il va falloir s'adapter à tout ça. Et ça va pas être facile. Ça va pas être du tout facile. Surtout que c'est lui des codes on le découvre tout au long de l'histoire, qui lui correspondent pas du tout. L'ordre hiérarchique qui est issu de l'aristocratie, comme on le connaît chez nous, chez lui, pas du tout. Il est complètement à côté de tout ça, il le comprend pas et il va même jusqu'à le rejeter. Il va devoir s'intégrer à la société, il va être intégré de force par un élite, mais il va devoir s'intégrer par le bas. Il va faire partie des marins, il va devoir travailler comme eux, il va connaître la même galère qu'eux. Et lui, à travers ses yeux, et au travers de l'histoire, on va découvrir toutes ces strates de société dans un premier temps de manière très cliché, en fait. Les marins, c'est des gros bourrins qui font que bosser et qui pensent qu'à leur solde à la fin du voyage. L'élite, c'est des types complètement à côté de la plaque, qui ne font que gueuler sur leur mousse pour que ça avance et les mépriser. Et ils ont absolument aucune conscience de la réalité, en fait, de ce qui se passe en bas. Ouais. Du coup, comment ils pouvaient imaginer que ça se passerait bien en faisant monter à bord
quelqu'un qui appartient pas du tout à leur propre société et qui a mille lieues de connaître une once des codes des Occidentaux, quoi. Et on a le prêtre qui ne pense qu'à baptiser Éloi pour l'intégrer au christianisme, et le naturaliste qui a l'air de ne penser qu'à faire découvrir au monde son immense découverte. Et tout au long du récit, c'est ça, pour moi, qui fait tout le sel et qui est génial dans cet album, c'est qu'en fait, ils vont casser ces clichés qu'on a appris à découvrir tout au long de l'histoire et à les faire évoluer de manière assez géniale. Alors déjà, ils les cassent, mais ils s'en servent plutôt bien parce que là aussi, c'est le reflet de notre société, c'est le partage ou la différenciation entre la science d'un côté et la religion de l'autre. Toutes les sociétés sont plus ou moins organisées autour de l'une ou de l'autre. Et ici, c'est vraiment le conflit entre les deux. Mais est-ce qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre? Ça, je suis pas sûr qu'on ait la réponse dans le récit. En tout cas, ça pose la réflexion. Ça pose la réflexion, mais là où tend le récit, c'est que finalement, peut-être aucun des deux n'a vraiment raison. Parce que d'un côté, le naturaliste, il défend Éloi en scandant qu'ils ils ne sont pas sur un négrier, qu'on doit respecter cet être humain, ouais. Euh, mais il ne le fait pas pour les bonnes raisons. Parce que d'un certain côté, lui aussi, il ne vaut pas mieux qu'eux. Il a un comportement plus ou moins raciste en considérant Éloi comme un sous-être humain qui n'aurait pas évolué. Et il ne veut le rapporter que pour sa propre gloire. Et de l'autre côté, on a le prêtre qui, a priori, fait preuve d'humanité, plus ou moins, hein, puisqu'il considère que tous les êtres humains ont une âme, mais Tous que les Éloi... êtres humains baptisés. Ouais, voilà, c'est le baptisé, tout à ouais, fait. c'est le baptême qui change le Mais que- paradigme Avant, du t'es nul. prêtre. Ouais. Mais que si les Kanaks ne connaissent pas le baptême, c'est juste qu'ils vivent dans l'ignorance, pauvres ignorants. Et donc, il se met en tête de l'éduquer pour ensuite pouvoir le baptiser. On Mais est dans là du- encore, il le fait pour le service de la religion. Est-ce que c'est vraiment une bonne raison d'accepter son prochain en tant qu'humain? Je ne suis pas sûr. Ouais, bah, c'est du prosélytisme pur, Mais ils c'est sont- de l'évangélisation, c'est les croisades. Mais ils sont On- tous on est comme ça, là-dedans, en quoi. fait. En tout cas, sur le bateau, il part du principe que euh, il faut être baptisé pour avoir une âme. En fait, pour toutes les strates du bateau, il leur porte un intérêt personnel. C'est une sorte de trophée. Ouais. Sauf, d'ailleurs, pour les marins, en fait. Parce que les marins, c'est les seuls qui vont pas l'accepter comme un marin. Oui, parce qu'il fait ses preuves. Hein. Au fil des mois, il fait ses preuves parce qu'il il trime. C'est un long comme voyage. tout pour le ça. monde, quoi. Il trime comme tout le monde, en tout cas comme tous ses collègues qui vivent en fond de cale. Mais pour aller plus loin, finalement, tous ces codes dont tu parlais, Son, d'être baptisé, de parler la langue, de vivre habillé et pas nu, de manger avec des couverts, tout ça, en fait, c'est pour les membres du navire, c'est les conditions pour qu'on, finalement, on l'estime en tant qu'humain. Alors que c'est tout le problème. Sauf qu'ils se sont pas posé la question de ce que lui, il avait envie de faire et comment il vivait. Voilà. On n'est pas sûr qu'il ait bien compris lui-même en réalité quand il pose les premiers pieds sur le bateau. Et on n'est pas sûr non plus que le reste de son peuple ait bien compris également. Et qu'ils étaient vraiment d'accord. Voilà. Le naturaliste dit oui, oui, j'ai négocié, ils sont d'accord, on a le droit de l'embarquer avec nous. On part dans 10 minutes, chaud. Hein. Mais le fait est que pendant les premiers jours de voyage, ils ont des pirogues qui leur collent au basque. Et on peut se poser la question de pourquoi. On n'aura pas la réponse, mais on peut bien supposer que là encore, ils ne se sont pas très bien compris entre eux. La faute à des manières de communiquer, à des cultures totalement différentes. Et donc, ce que pensaient proposer les uns n'a peut-être pas été compris de la même manière par les autres. Et puis en off, tu me disais, Son, que Éloi, ça veut dire quelque chose de particulier. Alors, je sais plus en C'est quelle langue, l'élu, mais non ça signifie l'élu. Ouais. L'élu, donc Éloi, notre élu, qui a été choisi par nous, valeureux conquérants, qui venons dispenser le baptême et le Valeureux savoir aux pauvres sous-évolués, eh ben, lui a eu la chance de repartir avec nous. Lisez Éloi pour voir comment va se dérouler sa traversée. Je voudrais rajouter autre chose, on n'en a pas parlé. Ce roman graphique, en fait, il n'est pas du tout colorisé, c'est de la bichromie. Du coup, vous avez une nuance de gris qui vient s'ajouter au noir et blanc. Et ça donne lieu à des planches assez extraordinaires quand il s'agit de croquer le bateau
avec tous les bouts, les cordes dans la tempête. Ouais, le déchaînement des éléments, c'est plutôt pas mal. Ouais, et c'est assez impressionnant et ça rajoute à cette ambiance un peu pesante où plus on avance et plus on a une chape de plomb qui s'alourdit en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti au fil des pages. C'est-à-dire qu'au début, on se doute que ça va pas être une traversée très fun pour Eloi, mais plus on avance et plus c'est intense et plus c'est pesant pour la lecture. Et c'est pour le coup, moi c'est ça ce qui m'a tenu en haleine pendant toute cette lecture. C'est vrai que c'est pesant et à la fois l'écriture et la narration sont très subtiles. Je sais pas qui écrit des deux, qui dessine. Les deux écrivent. Mais les deux écrivent. Et Florent Groisel dessine. En fait, ils ont réussi à trouver un équilibre, une justesse entre le côté très pesant et compliqué d'une histoire comme celle-ci et la subtilité de nous la présenter de manière très simple et même si c'est dur, assez belle d'une certaine manière. Ouais. En tout cas, grand coup de cœur commun. Eloi aux éditions L'Acte Sud. Et on va passer à quelque chose de plus léger, un peu plus sympa. Enfin, c'est pas que c'était pas sympa, hein, mais plus cool, quoi. Ouais, et de la jeunesse, je crois que c'est la première fois qu'on le fait. C'est la première fois qu'on présente une bande dessinée jeunesse. On va présenter Mauvais Monstre, écrit et dessiné par Enzo Bercati. C'est une bande dessinée qui est éditée chez Glénat. C'est pour des adolescents, on va dire, pour des collégiens principalement. Ça nous raconte l'histoire d'Héloïse, qui vit dans un monde à moitié imaginaire. Tout ressemble au nôtre, sauf que chaque personne, au moment où elle naît avec un œuf, qui va éclore le jour de sa puberté, et au moment de l'éclosion, va sortir un petit monstre, qui va être un petit truc mignon, un truc un petit peu moche, un petit truc un peu sympa, qui va être anthropomorphique ou qui va ressembler à un animal. Et l'histoire d'Héloïse, qui est une jeune adolescente un petit peu antisociale et mal dans sa peau, attend, elle aussi, au milieu de ses camarades, l'éclosion de son œuf. Et en fait, malheureusement pour elle, elle va découvrir que son monstre est pas terrible. Et pas terrible, c'est elle qui l'aime pas en fait. Hein. Ouais, elle va le trouver... Il est moche quand même. Hein. Elle va le trouver moche. Et en fait, elle ne va pas l'accepter. Et en étudiant les monstres, en essayant de comprendre pourquoi son monstre est moche et si on peut le changer, parce qu'elle a du mal à accepter ça, elle va découvrir que potentiellement, selon ses caractéristiques, son monstre serait un mauvais monstre. Et de là, on va pas plus vous en raconter parce que nous, on a adoré l'histoire. On trouve que le twist des péripéties qu'il y a avec son meilleur ami, sa pire ennemie et plein d'autres choses sont très sympas. Mais qu'est-ce qui définit un mauvais monstre? Qu'est-ce qui définit une mauvaise personne ou une bonne personne? Tout est dedans. C'est une allégorie assez sympa de l'adolescence sur la découverte de soi, les différences qu'il peut y avoir entre les autres, ce qui vous définit en fait dans une société quand on apprend à les découvrir quand on est un jeune ado. Et au-delà de ça, en plus, c'est très drôle. Ouais, c'est vrai qu'on se marre beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que l'intrigue est super bien construite dès le début et ça a beau être un premier tome, on en a pour notre lecture. On passe un bon moment. Il y a des vrais twists. Il y a des thématiques qui sont de plus en plus souvent abordées dans la BD jeunesse. Entre autres, les problèmes de harcèlement scolaire, par exemple. Avec, on a toujours... une petite une nana qui est méchante et on comprendra pourquoi elle l'est avec notre héroïne, et de l'autre on a de la vraie magie qui fait rêver et qui nous, pour le coup, à la croisée du monde, nous a rappelé un truc super sympa. Je sais pas ce que t'en penses, Louis, mais ça nous rappelle un truc bien, quoi. Ouais, j'ai une vague idée de quoi tu parles. Je pense qu'on peut avancer l'hypothèse que tout le monde pensera à la fameuse Croisée des mondes de Philippe Pullman. Ce à quoi j'ajouterais, qui aurait peut-être fusionné avec Bowling for Columbine. Mais Ah ouais, carrément, quoi. J'aurais pas Bowling tenté for celle-là. Columbine.
Ok. Pour moi, c'est 2 inspirations principales qui me font penser à l'aboutissement Ah ouais. de cette BD, l'un comme l'autre. Bowling for Columbine, je laisserai découvrir les lecteurs, mais vu que vous avez parlé de harcèlement, bon, on fait le lien. Et puis, Alors, je veux pas Pullman, péter l'ambiance ou spoiler, mais il n'y a pas de mort. Hein. Non, C'est- non. En tout cas, dans le premier tome, il n'y a pas de on mort. est sur un récit jeunesse, attention. Mais c'est cette idée de petit monstre qui va naître en même temps qu'un personnage, qui va être plus ou moins le reflet de son âme et qui va se figer. C'est-à-dire que chez Pullman, le démon qui accompagne l'humain prend une forme définitive au moment plus ou moins de l'adolescence ou du passage à l'âge adulte des personnages. Et ici, dans Mauvais Monstre, c'est un œuf qui se met à éclore lorsque les premiers signes de puberté apparaissent chez les enfants. Donc le lien est assez ténu et on ne peut qu'y penser. Et rien que pour ça, on trouve que c'est une bonne idée. Après, c'est vrai que dans les développements de l'histoire, c'est une bande dessinée jeunesse. Il n'y a peut-être pas grand-chose de très novateur dedans, mais qu'est-ce que c'est bien amené, qu'est-ce que c'est plaisant à lire. Il y a 80 pages, et pour un premier tome de série jeunesse, c'est 80 pages qui sont bien remplies, où on n'a pas qu'une ébauche d'histoire, et on va devoir attendre 2 ans pour avoir le tome 2, le tome 3, et pour avoir un petit peu plus à se mettre sous la dent. Là, on pourrait dire qu'il y a un premier arc narratif qui est complet, et on est satisfait, même s'il y a plein de pistes qui sont lancées. Vous avez parlé de magie, vous avez parlé des mauvais monstres, c'est vrai. Tout ça, on le découvrira sans doute plus tard. Mais pour un premier tome, moi, en tant que lecteur, j'étais satisfait. Ouais, c'est hyper crédible. Et ce que moi, j'ai adoré à cette lecture, c'est qu'au bout de la première page, on est dans l'univers. On prend... on a conscience tout de suite de ce qui se passe, tout simplement avec la première page. En fait, c'est un contrôle de fin de chapitre avec des questions et des réponses des élèves et les corrections et les annotations des profs qui pètent les plombs parce que le personnage qui, du coup, c'est l'héroïne qui a rempli, fait des dessins pour illustrer ce qui rend fou le professeur. Et en fait, ça nous fait, ça nous donne toute l'explication de cet univers avec quand on est avec un œuf et il faut attendre la puberté pour découvrir ce qu'il y a dedans. On découvre que ça fait partie complètement de l'histoire avec un grand H vraiment. Et on n'a pas de questions trop à se poser à ce niveau-là. On rentre dedans et hop, c'est parti. On découvre Héloïse dans son collège et qui sourit jamais, quoi. Elle fait toujours la gueule et puis on rentre tout de suite dedans, quoi. Moi, elle m'a un petit peu saoulé sur les premières pages, j'avoue. Et moi, je l'ai adoré, sûrement pour les mêmes L'adolescente raisons. de base qui est jamais contente, qui tire la tronche, qui en veut au monde entier. Et c'est vrai qu'elle est super antipathique, parce que juste au moment où elle découvre son monstre, elle l'aime pas, ça vous l'avez bien compris. Mais elle l'aime pas, elle est méchante avec lui, elle il est moche. le cache, elle le tabasse. Elle est méchante, elle a du mal. Il quoi. est moche, c'est tout. En fait, il y Oui, a mais la est-ce que- pression est-ce que sociale à ça côté, mérite quoi. de te prendre des coups dans la tronche parce que t'es moche. Je Mais ne sais pas. on est d'accord, mais il y a la pression sociale du fait que ça fait longtemps qu'elle l'attend, que c'est la dernière de sa classe à pas avoir eu de monstre, et en fait, pas de peau, il apparaît, et c'est un truc qui ressemble à rien, quoi. Et on nous fait comprendre que l'apparence du monstre que t'as détermine en plus plein de choses. Il y en a Ouais, qui ton sont un peu caractère mignons, perso, il y quoi. en a qui sont un peu spéciaux, il y en a qui ont l'air d'être un peu plus neuneux que d'autres, qui ressemblent à des escargots, des trucs bizarres. Et en fait, ça détermine un petit peu ta place. Et elle, je pense que c'est ce qu'elle attend. Bêtement. Et le titre de la BD, ça s'appelle Mauvais Monstre. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais monstre? On peut avoir une petite idée. La bestiole qui sort, qui éclot de l'œuf, en fait, il est moche, quoi. Donc, c'est Non. sûrement un mauvais monstre, mais c'est toute la question qu'on va se poser pendant toute cette saga, quoi. Non, puis là où je voulais en venir, c'était que je l'ai trouvé détestable, mais j'ai aimé la trouver détestable Ouais. parce qu'on ne nous présente pas un personnage tout lisse qui est super gentil, qui est copain avec tout le monde, etc. etc. C'est pas le héros d'aventure ultra lisse. Non, au début, elle est pas cool et elle va évoluer et devenir quelqu'un d'un peu plus cool grâce à ce qu'elle va vivre. Mais en tout cas, c'est appréciable de ne pas avoir des personnages tout lisses dans les récits jeunesse qu'on nous présente. Et ça, c'est un bon point. Tout est juste, et moi, ce que je rajouterais, c'est que j'aurais kiffé avoir un monstre comme le sien, quoi. Ah bah tu m'étonnes. Ah ouais, c'est Mauvais Monstre de Enzo Bercati chez Glénat. Franchement, pour tous vos ados au collège qui ont envie de trouver quelque chose d'assez original, foncez. Nous, on a trouvé ça génial. On va passer à la troisième partie. C'est moi qui vous présentais un titre qui s'appelle Burn Baby Burn de Lorenzo Paloni.
aux éditions Sarbacane. C'est un titre que j'ai adoré, qui est sorti il y a courant 2022. C'est pas quelque chose de récent du tout, mais ça me tenait à cœur de vous présenter ce titre. Visuellement, il est assez différent de la BD classique, c'est qu'il se présente en format paysage, c'est ça, hein, Ouais. format paysage. À l'italienne. À l'italienne, merci Louis. C'est l'objet en lui-même est particulier parce qu'en fait, tout est en comment dire. En fait, il y a deux temporalités qui vont se représenter par une dominante de bleu et une dominante de orange. Et on suit ces deux temporalités. Ça se passe au même endroit à Los Angeles. Le bleu se situe le 11 août 1965 et le orange se passe le 29 avril 92. Le point commun entre ces deux dates à Los Angeles, c'est qu'il y a, ça dégénère, la population s'enflamme suite à des violences policières de blancs sur des Afro-Américains. En 92, pour la petite histoire, on va le voir très vite, mais c'est tout simplement 4 policiers blancs qui sont acquittés alors qu'ils viennent de passer à tabac littéralement Rodney King. Dans ces deux temporalités, le gouvernement va finir par envoyer l'armée parce que ça va dégénérer. Ce qui m'a énormément plu, c'est que dans ce contexte politique de révolte, il va y avoir un crime, plusieurs crimes, puisqu'on a affaire à un tueur en série qui sévit sur les deux temporalités et qui s'attaque à des policiers et qui finit par les cramer, il va les immoler, littéralement. Le point commun entre ces deux périodes, c'est Sid, c'est un flic en 1965 qui va s'emparer de l'enquête. Il est tout jeune policier. Et il va se passer quelque chose entre 65 et 92 que vous allez découvrir au fil de la lecture de ce titre. Puisque en 92, il n'est plus policier, il est au fond du gouffre et on va essayer de comprendre ce qui se passe à travers ces deux époques. Voilà pour le pitch de démarrage. Ce dont je voulais parler, c'est que finalement, les premières cases, comment se sont présentées, c'est très cinématographique, mais on reviendra dessus. Au début, vous avez une case bleue, puis la seconde est orange, puis la troisième est bleue, et en fait, ça n'arrête pas pendant plusieurs doubles pages. C'est vraiment le début d'un film type un peu générique où on voit du coup un meurtre ou un double meurtre qui se passe en 92 et en 65. Et une fois que cette scène est passée, j'ai eu peur au début que toute la BD se passe comme ça, c'est-à-dire les deux temporalités qui étaient complètement mixées. Mais finalement, après ce générique, on a la présentation des personnages avec leur nom, leur état de service, entre guillemets. Voilà, on va découvrir F. Delarue qui est policière en 1992. Et voilà le contexte. Ouais, c'est vrai qu'au début, ça ressemble à un montage parallèle de cinéma où il y a deux histoires qui vont suivre en parallèle. On va suivre à chaque fois l'image de l'une et de l'autre qui vont se réunir sur un événement relativement commun. Mais après, les histoires s'enchevêtrent, mais de manière plus douce quand même. On passe d'une temporalité à une autre, mais c'est vraiment fluide dans la narration. À chaque fois, en fait, un personnage va évoquer son souvenir de 65 et un personnage de 92 va évoquer 65 et c'est comme ça qu'on passe d'une temporalité à l'autre. Oui, le vrai lien, finalement, c'est Sid, Oui. qui était policier en 65, qui ne l'est plus. Et c'est lui qui va essayer de se remémorer les souvenirs, et c'est grâce à ça qu'on va faire des transitions d'une période à une autre. Et le contexte politique est ouf, quoi. Ça rythme le récit du début à la fin. Et les deux époques sont liées par quelque chose de bien précis qui va être la raison pour laquelle Sid revient sur le devant de la scène. Ouais, on n'en dira pas trop, mais c'est une sale affaire au début, on peut pas imaginer jusqu'où ça va, quoi. Il nous emmène dans très très loin dans des ambiances bien glauques, quoi. Mais tout, en fait, la narration est menée tambour battant. Cette expression est un peu vieille, mais elle est sympa. Pendant tout C'est hyper rythmé, quoi. C'est ça ce qu'il voulait dire. Ça. Pendant toute la bande dessinée, en fait, entre l'enquête qui se suit, qui est une sorte de course contre la montre, où en fait, les policiers en 92 vont tout faire pour essayer d'arrêter en fait ce tueur en série. En même temps, on est sous tension.
parce qu'on suit les émeutes en fait qui sont en train de ravager la ville, qui s'enveniment de plus en plus, jusqu'au point culminant. En fait, comme c'est historique, on le connaît, mais en suivant l'histoire, en fait, tous les protagonistes voient en fait la ville s'enflammer petit à petit, avoir peur pour leur sécurité, commencer à vivre des situations de plus en plus extrêmes, et en fait, tout dégénère. L'histoire nous accroche pendant les trois quarts en fait de la bande dessinée. À chaque fois, en fait, on passe la vitesse supérieure. Ouais. C'est l'enquête s'envenime, on découvre de plus en plus de choses, donc on creuse dans le passé, ce qui commence à être compliqué quand on découvre toutes les révélations du passé, mais en plus, le présent les rattrape à chaque fois, puisque les incidents, les problèmes policiers avec les émeutiers et autres, en fait, rajoutent une tension par-dessus. En fait, on s'accroche à toutes ces histoires. J'ai trouvé que c'était ultra bien maîtrisé dans le sens où on pourrait juste avoir un contexte d'enquête qui, en fait, se passe pendant les événements des émeutes, mais on zappe un petit peu le côté émeutier qui était une excuse pour le tueur en série pour se cacher. Ouais, ça pourrait être tout un simple roman policier, hein, et en fait, ça ne l'est pas. C'est un roman social, c'est un roman noir, et tout ça dans une ambiance. En fait, vous avez toujours une tension, puisque finalement, on sait très bien qu'à un moment donné, il y a l'armée qui va débarquer, et ça ne va pas s'arrêter pour autant. Et on ne sait plus qui sont les méchants, les gentils, et finalement, il y a des gros retournements de situation. Je pense à une scène où, je crois que ça se passe en 92, si je ne me trompe pas, avec un épicier d'origine asiatique qui voit les émeutes gronder, et qui finalement ne veut plus quitter son échoppe parce De que peur d'être pillé. de peur d'être pillé et de peur d'être complètement cassé, alors que lui, il a sué sang et eau toute sa vie pour subvenir à ses besoins et élever sa famille. Et pourquoi il lâcherait? Et du coup, ça finit par dégénérer, quoi. Et finalement, on sait plus qui... On sait plus... on n'arrive plus à comprendre pourquoi finalement lui il se bat, quoi. Si, sa sécurité, et en même temps... il n'est pas raciste, mais du coup, il se défend plus qu'autre chose, et les résultats, ça devient plus que limite, quoi. Ça devient plus que limite, il perd le repère des réalités. Il y a une scène où il y a juste un père de famille et son gamin qui viennent faire leurs courses, et il accuse le père d'avoir volé quelque chose Ouais, dès qu'il voilà. n'était plus dans son angle de vision, alors qu'il y est pour rien, mais il est en train de perdre les pédales suite à toutes les émeutes qui l'entourent, au mec qui essaie de l'agresser, etc. Et il est armé. Et Ouais. oui, bien sûr, comme on est aux États-Unis. Voilà. Non, mais c'est important de le rappeler quand même. Mais moi, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans Burn Baby Burn, c'est cette haine omniprésente, en fait. Pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de chronique de la haine ordinaire où tout le monde déteste tout le monde pour plein de raisons différentes, très souvent raciales. Mais les flics blancs, ils tabassent des noirs, c'est le point de départ de l'histoire. Du coup, les noirs, ils se vengent et ils vont venir tabasser des blancs. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que on est aussi... C'est vraiment une vengeance, ça. Une vengeance, je sais pas, mais en tout cas Ça un s'enflamme parce retour de bâton. ils veulent l'égalité, quoi. Mais ils tapent pas que sur les blancs, ils tapent aussi sur certains autres noirs qui ne marchent pas dans leur même système. Ils vont taper sur notre épicier en venant le dépouiller alors qu'il est asiatique. Et puis ils se tapent entre eux parce que également dans Burn Baby Burn, on est pris en plein dans le conflit entre les gangs, à savoir les Crips et les Bloods, qui profitent des émeutes pour piller toute la ville et s'entretuer allègrement à base de pétaradades, de fusillades, ce qui va conduire la ville à sortir l'armée dans les rues. Et tous ces problèmes raciaux qui sont mis en avant dans le récit posent le problème évident de l'intégration à la société de tous ces gens. Il arrive à le montrer avec une certaine finesse. C'est-à-dire que... passez-moi l'expression, mais tout n'est pas blanc ou noir dans la vie. En fait, oui, c'est un peu gros, c'est un peu les gros souliers, j'avoue. Mais n'empêche que ça se pose là. Il montre bien qu'il y a certains personnages qui peuvent basculer d'un côté à l'autre ou qui peuvent faire le choix de changer de vie, mais se faire rattraper par leur passé. Je pense à deux personnages noirs du récit qui sont chacun sur une temporalité. Il y en a un qui va être
Paper ou Trapper, qui va être le moustachu qui va accompagner Eve, la flic, en 1995, Qui est un ancien. qui est un ancien pompier et qu'on voit qui se fait pourrir par ses coéquipiers juste parce qu'il est noir. Il est le premier pompier afro-américain à Los Angeles. Exactement. Et lui, il a choisi le camp du bien, d'essayer de s'intégrer dans la société, mais l'intégration ne se fait pas d'un claquement de doigts, elle n'est pas facile. C'est surtout que même s'il fait pas de vagues, ça marche pas comme ça, quoi. Malheureusement. Exactement. Parce qu'il habite dans les quartiers où il habite, qui sont des quartiers chauds, parce qu'il a la peau noire, parce que le racisme est omniprésent dans la société. Il essaye, mais c'est pas facile. Et pour l'autre temporalité, qui est 1962. Non, là, c'est en 65. 92. Donc c'est 1965. En fait, le pompier, c'est en 65. Le pompier, c'est en 65. Donc pour l'autre temporalité qui va être 1992, effectivement, on a... Ah, mais du coup... Enfin bref. On a l'ancien membre de gang. Exactement, c'est là où je voulais en venir, merci Sun. C'est qu'on a l'ancien membre des Crips qui s'est reconverti en chauffeur routier et qui va se faire tabasser par les Crips. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait plus partie de leur gang d'une part, et parce qu'en plus, le simple fait qu'il travaille pour un blanc. Son patron est blanc, alors c'est suffisant pour en faire un vendu, un parjure, et qu'on va passer à tabac. Là aussi, tout se mélange, mais la haine est omniprésente, et elle finit toujours par vous rattraper. Après, tout n'est pas, pour reprendre ton expression, ce que tu voulais dire, c'est que tu voulais parler de manichéisme, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, certains flics de 65, pour le coup, c'est des gros méchants. Des gros méchants. Aussi, ils sont dans un état tel que, en fait, ils sont déjà perdus à ce moment-là. On le découvre progressivement, mais c'est assez aberrant. Et moi, je m'attendais pas à cette lecture me prendre gifle après gifle, quoi. Parce que l'enquête, on a vraiment les réponses qu'on attend. Il y a des vrais twists. On n'imagine pas que ça peut aller jusque-là. Finalement, le contexte n'est là que pour... comment dire ? Le contexte des émeutes, ça permet d'avoir cette ambiance ultra pesante du début à la fin. Mais cette histoire aurait très bien pu se passer à une autre période que cette histoire de tueur en série et de romans policiers classiques aurait très bien fonctionné à un autre moment, quoi. Ouais, alors, et après, le contexte, on va dire le contexte d'émeutes et de problèmes raciaux qui est évoqué dedans aux États-Unis. En fait, j'étais en train d'y penser, ça m'a fait penser au film Do the Right Thing de Spike Lee. Non, pas vu ? Non, pas vu. Qui est un film en fait qui se passe sur une journée pareille de canicule à New York, et en fait où va y avoir une série de violences entre les communautés italiennes, afro-américaines, si je me souviens bien. Et en fait, on va suivre Spike Lee qui va se balader au milieu de ça, et ça finit en émeute et en meurtre, hein, un truc sordide. En fait, c'est la même ambiance pesante où en fait, là, les tensions sont déjà déclenchées hein, dans Burn Baby Burn. En fait, où c'est des années de tension, de haine latente qui en fait explose d'un coup. Oui, c'est ça, c'est la pression qui est relâchée d'un coup, et c'est ça ce qui crée l'émeute, quoi. Mais en fait, ça dépeint un vrai problème de société, c'est que là, on est au moment où ça a lâché, mais que ce soit pour ça, je vous le dévoile pas du tout, mais pour l'histoire l'histoire des émeutes qui sont en fait une société qui est complètement au bord du gouffre et qui peut exploser à tout moment. Enfin, tous les films de science-fiction des années 90 dépeignaient un Los Angeles qui était une espèce de ville de guérilla. Hein. Et même en fait l'histoire du tueur en série. On sent vraiment un problème sociétal qui est atroce, qui en fait qui trouve en fait des justifications dans ça, dans le fait d'aller brûler, tuer des gens, que ce soit les flics, les émeutiers. En fait, à un moment, ils ont presque tous une bonne raison de le faire. Et c'est ça que je trouve atroce et qui est un peu dépeint dedans. Et vous le verrez, il n'y a qu'un seul personnage qui, à un moment, essaye de pas le faire, justement. De pas succomber à ça. De pas trouver une bonne raison pour tirer sur le mec d'en face. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Enfin, moi, c'est ma conclusion. Il n'y a pas de bonne raison en soi, mais après, il y a dans cette ambiance, il y a toujours ce racisme systémique qui flotte constamment
Et résultat, c'est ce racisme et c'est ça ce qui met le feu aux poudres en fait, puisque finalement le gouvernement américain fait en sorte d'acquitter des policiers blancs en 92. Ils font la même chose en 65. Il faut encore la même chose aujourd'hui. Et ils continuent à faire la même chose aujourd'hui. Et du coup, c'est à chaque fois la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et résultat, émeute, puis arrivée de l'armée. Et ça met, comment dire, en fait, ça donne vraiment un super décor pour faire raconter cette histoire de tueur en série et d'enquête et de roman noir, puisqu'on a une ambiance complètement folle qui nous tient en haleine du début à la fin. Et même, on en avait parlé dans le dessin. Parce que, alors, on n'est pas d'accord tous là-dessus. Non, j'ai quelques réserves dessus. Mais avec Julien, même le côté un peu brouillon du dessin, en fait, sert la narration dans le sens où ça fait partie de l'histoire. En fait, il y a toujours un nuage de fumée qui pèse, quelque chose dans le fond qui brûle. Des fois, on a du mal à trouver ses repères. Ça paraît brouillon, ça paraît mal maîtrisé. Mais c'est vrai que pour nous deux, en tout cas, ça aide en fait le récit. En fait, ça nous met dans cette ambiance où tout va trop vite, tout est complètement brouillon. À certains moments, les personnages ont l'air complètement perdus. Essayent de se raccrocher à ce qu'ils peuvent. Et en fait, ça perd le lecteur. Il y a ces moments où on est dans le... ça nuit un peu à la lisibilité. Ça rajoute à l'ambiance. Mais... On est dans le chaos complet. On est avec eux, en fait, parce qu'ils sont aussi paumés que nous. Et dans toutes les cases, il y a de la fumée parce que ça crame à tout va. Il y a des ambiances. C'est cette ambiance. C'est de la bichromie quand même. C'est noir, blanc, plus une couleur dominante. Et je pense que l'auteur n'a pas choisi ces couleurs. Voilà, on a une couleur bleue froide et l'autre qui est très très chaude avec du orange. Et c'est ça ce qui nous balade en fait dans les rues de Los Angeles. Ce qui me balade aussi en tant que lecteur, c'est le trop grand nombre de personnages, hein, clairement. Je trouve que la lecture n'avait pas été elle m'aurait pas autant perdu avec ce que vous disiez sur le rythme des émeutes et sur la fumée partout s'il n'y avait pas eu autant de personnages. Le fait que parfois j'ai eu du mal à identifier qui était qui aurait été plus simple s'il y avait eu moins de personnages et peut-être si on s'était moins appesanti sur le récit personnel de chaque personnage secondaire, parce qu'il y en a beaucoup et évidemment il n'y en a aucun pour qui ça va dans sa vie. Et on va nous raconter ça au détour de 3-4 pages, et puis dès qu'on tourne la page, on retourne dans les émeutes, et puis on retourne la page, et hop, on a changé d'époque. Tout ça, ça crée un rythme, ce qui fait qu'on lâche pas l'album, on a envie de savoir et tout, mais il y a des petits moments où on est un petit peu perdu par cette narration qui s'éparpille un petit peu dans tous les sens. Moi, ce serait mon seul hic sur cet album, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être perdues et qui feront pas l'effort de le lire jusqu'au bout en disant « Ah, mais je suis perdu, je comprends rien, etc. » Et ce serait à défaut, parce que quand on le lit jusqu'au bout, on finit par rassembler tous les fils. Tout s'imbrique et on comprend. Mais c'est une lecture un petit peu exigeante et voilà, faut faire un petit effort de lecture pour aller jusqu'au bout, mais qui vaut le coup. Alors, petit conseil pour éviter de se perdre dans les personnages, c'est de pas essayer de se centrer sur le personnage, mais sur les situations. Ouais, c'est ça ce qui est le plus important. Parce que certaines, justement, ça fait partie de l'album, du fait qu'il y ait 2 temporalités, beaucoup d'histoires qui s'enchevêtrent. C'est qu'en fait, les personnages vivent des situations souvent miroirs ou connexes. Et en fait, c'est ça qui est important. Surtout que certains personnages, on va vous les introduire, ils vont avoir une vraie présence, mais alors entre guillemets, leur histoire est usuelle, quoi. C'est le personnage en lui-même, il sert à raconter une situation. En fait, c'est une multitude de personnages secondaires qui, mis côte à côte, font vraiment un personnage principal. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez Sid, le flic de 65, qui soude un peu toutes les scènes. Mais ouais, c'est là où je veux en venir, c'est que moi, ça me rappelle énormément Enfin, c'est du cinéma. C'est plein de bouts de scène et donc plein de bouts de vie, comme dans des films, ce qu'on appelle les films choraux, je ne sais pas trop. Choral. Merci.
qui crée une histoire. Et c'est ça ce qui fait l'essence même de Burn Baby Burn. Mais voilà, c'est, je sais pas si c'est le mot de la fin ou pas, mais c'est un gros coup de cœur unanime. Effectivement, comme dit Louis, il faut quand même s'accrocher, mais que ça soit pour la narration ou même pour les thématiques. On va pas se mentir, hein, faut être en forme. Hein. Ouais, c'est intense. Et même pour le rythme, c'est presque fatigant comme type de lecture. Faut s'accrocher, mais ça vaut carrément le détour. Ouais, faut pas hésiter. Pour tout le développement des personnages, pour l'enquête qu'il y a derrière, pour le dessin, pour tout ce que ça implique, la réflexion et tout. Ouais, le contexte politique aussi. Tout est fabuleux. C'est vraiment un superbe album. À l'unanimité. Ouais, complètement. Du coup, c'était Burn Baby Burn de Lorenzo Paloni et c'est publié chez Sarbacane. Et on va clôturer avec... on va vous reparler d'un de nos premiers coups de cœur. Je ne sais plus si c'était dans l'épisode 1 ou 2, mais c'était Reaper. À l'époque, on avait présenté le tome 1 et nous, on avait trouvé ça fabuleux. Et là, on avait envie d'en parler parce que le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Et notre première attente de lecteur, en découvrant une saga comme ça, en fait, et notre première peur aussi, c'était de se dire qu'est-ce que ça va donner après ? Le tome 2, quoi ? Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée à nous faire kiffer avec du dessin complètement ouf et une histoire aussi belle que son dessin ? Et à titre personnel, j'ai pas du tout été déçu. Ouais, c'est un grand oui. J'ai eu peur avec le jet. Pas du tout. Non, tout va bien. C'était la petite tension finale. Non, ouais, c'était un grand oui. On a vraiment kiffé. Donc, on vous en parle parce que ça vaut le détour. Si vous avez hésité quand on a parlé du tome 1 parce que vous avez entendu notre attente, en fait, non. De là, le tome 2, ça part très très bien aussi. Je pense qu'il faut se lancer. Oui, et puis il y a des fans de manga qui apprécient pas trop d'attaquer une nouvelle série alors qu'il y a un seul tome. Mais du coup, maintenant, il y en a 2. Allez-y, foncez, quoi. C'est un vrai bonheur. Eh bien, on va finir là-dessus. Merci à tous et à toutes pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. On essaye de vous retrouver assez vite avec de nouveaux coups de cœur et potentiellement un nouveau programme. Et je voulais juste rajouter quelque chose. N'hésitez pas à venir partager en direct. On ne le dira jamais assez. Ce que vous avez pensé de ce podcast et surtout à partager sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rester ultra motivés et de continuer à vous présenter nos coups de cœur via le podcast de la Croisée des Mondes. Et d'essayer de nous améliorer pour vous proposer quelque chose de toujours plus sympa. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Et puis à très bientôt. Des bisous. À plus. Mais on revient dessus. 2 secondes. Bowling for Columbine. Sérieusement. T'as réussi à placer même Bowling for Columbine. Même pas le Breakfast Club, genre en plus tranquille et plus sympa. Non, Breakfast Club, non. Non, et puis l'œuf, t'as une analogie plus mignonne, quoi. Les Tamagotchi, quoi. Les Tamagotchi, c'est quand même plus fun que Bowling for Columbine, quoi. Ouais, mais les Tamagotchi, on reste sur le thème du monstre. Là, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont liées dans l'histoire. Il y a un gap entre harcèlement scolaire et Bowling for Columbine, quand même. C'est une référence qui parlera aux enfants. Qui parlera aux enfants. Aux parents. Aux parents. Les enfants l'auront pas, mais les parents, au moins, ils sauront ce qu'ils mettent entre les mains. Après avoir lu Mauvais Monstre, tu regardes Elephant de Gus Van Sant et hop, tu passes une bonne soirée. Tu vois. On n'est pas loin. On n'est pas loin.